Il est 20h sur les antennes de la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Naufrage du Joola après le non-lieu prononcé par la Cour d'appel de Paris. Le combat continue pour les familles des victimes. L'association des victimes et rescapés du naufrage porte plainte contre l'État du Sénégal pour non-assistance aux orphelins des personnes disparues en mer. Maître Assane Dioma Ndiaye va plus loin et exhorte les rescapés à saisir la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de la CEDEAO. La journée mondiale de lutte contre la drépanocytose célébrée ce dimanche au Sénégal. Une personne sur 10 est atteinte de la maladie. Pour les malades, se soigner est souvent difficile. Bon nombre d'entre eux n'ont pas les moyens d'acheter leurs médicaments. Pour la 4e fois, l'US Gorée est championne du Sénégal. L'équipe a battu l'Olympique de Ngor sur le score de 3-0. Leur dernier sacre remonte à 1984. C'était donc il y a 32 ans. Voilà pour les titres de cette édition. Tout de suite le développement. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Non-lieu dans l'affaire Le Joola. Les familles des victimes poursuivent leur combat. L'association des victimes et rescapés du naufrage porte plainte contre l'État du Sénégal pour non-assistance aux orphelins des victimes. D'après le président de l'association, malgré l'existence d'une loi, les enfants des disparus ne sont pas pris en charge par l'État du Sénégal. Écoutons Boubacar Ba. Ses propos sont recueillis par notre reporter Alassane Ba. La chose nouvelle que je vais apprendre aux Sénégalais, c'est que nous-mêmes avons décidé, en tant qu'association, de porter plainte contre l'État du Sénégal pour non-assistance aux orphelins qui n'ont jamais été pris en charge en situation de précarité. Très rapidement, les semaines à venir, nous allons nous organiser pour déposer la plainte ici au Sénégal parce que c'est une loi qui a été votée par l'Assemblée pour permettre à tous les orphelins au moment du drame mineurs qui devaient être pris en charge. Une partie a été prise en charge, l'autre partie n'a pas été prise en charge. C'est la raison pour laquelle nous allons donc être fermes là-dessus pour que ces enfants-là qui sont restés, qui sont l'espoir de ce pays, qui ne puissent aujourd'hui régler un certain nombre de choses et qui sont dans la précarité, qu'on puisse défendre leurs intérêts. Et puis suite à ce non-lieu prononcé par la Cour d'appel de Paris, Maître Assane Dioma Ndiaye exhorte les familles, les victimes et les rescapés du naufrage à aller plus loin. L'avocat les exhorte à saisir la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de la CEDEAO. La réaction du président de la Ligue sénégalaise des droits humains dans ce reportage signé Al-Hassan et Diafaraba. Maître Assane Dioma Ndiaye se dit surpris par la décision de la Cour d'appel de Paris sur l'affaire Le Joola, un non-lieu qui n'a pas de justification. Pour que cette compétence puisse s'exercer, il faut d'abord que le pays qui a la compétence première, c'est-à-dire le Sénégal, n'est pas jugé. Et la deuxième condition, c'est que la France ait un lien de rattachement avec l'affaire. Or, nous savons qu'il y a beaucoup de personnes de nationalité française qui ont péri ou qui ont subi des dommages dans ce naufrage. Donc toutes les conditions étaient réunies. Moi-même j'étais au tribunal de grande instance à Paris pour le premier acte lorsque les familles françaises avaient déposé la plainte. Aujourd'hui, ce que nous pourrons dire, c'est que nous comprenons un peu les relations bilatérales entre la France et le Sénégal. Une bataille perdue, mais pas la guerre. D'autres moyens de lutte sont possibles, soit saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour la France et la Cour de justice de la CEDEAO pour le Sénégal. Il est possible aujourd'hui d'engager la responsabilité de la France au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme pour déni de justice. Et comme je l'ai dit, au niveau du Sénégal, de l'Afrique également, aujourd'hui, je pense qu'en accord avec les victimes, nous allons voir les modalités de la saisine de la Cour de justice de la CEDEAO, puisque le droit à un procès est un droit inaliénable. Nous pensons qu'il est encore temps de pouvoir rectifier le tir, refaire le procès du Joola. Depuis le drame du 26 septembre 2002 qui a fait 1863 morts et disparus selon le bilan officiel, les familles des victimes attendent toujours que justice soit faite pour pouvoir faire le deuil. Aujourd'hui, le sentiment qui nous habite, c'est que les familles ne peuvent pas faire le deuil
tant que la lumière n'est pas faite. La vie humaine, elle est sacrée. En réalité, la victime qui n'obtient pas justice ne fera jamais son deuil. La justice peut pardonner à condition qu'elle sache ce qui s'est passé. La Cour d'appel de Paris confirme le non-lieu que la justice française avait rendu en première instance. En 2003 déjà, la justice sénégalaise avait enterré le dossier. Depuis, la bataille est tournée vers la France. 20, c'est le nombre de Sénégalais qui figurent parmi les 80 ressortissants ouest-africains qui seront rapatriés des États-Unis à partir du 22 juin, c'est-à-dire à partir de mercredi prochain. Une information du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Nous sommes en ligne avec Sori Kaba, le directeur des Sénégalais de l'extérieur. Monsieur Kaba, bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur Kaba, mercredi prochain, 20 Sénégalais seront expulsés des États-Unis. Pourquoi? Que leur reproche-t-on exactement? Je vous remercie. Oui, en effet, il y a des compatriotes sud-africains au nombre de 80, parmi lesquels 20 Sénégalais, dont certains sont accusés d'entrer dans le territoire américain de manière illégale. D'autres sont en situation irrégulière. À la suite de quoi ils ont également été accusés de certains types de délits qui, à chaque fois que c'est constaté, ils sont rapatriés dans leur pays d'origine. Donc le gouvernement américain, à travers les services d'immigration, ont informé notre ambassade à Washington, ainsi que notre consulat général à New York, qui se sont affairés à ce que ce rapatriement n'ait pas lieu dans un premier temps, sur instruction du ministre des Affaires étrangères. Et jusqu'à présent, il y travaille d'ailleurs, pour que ces compatriotes n'arrivent pas. Mais on a tenu tout de même à prendre le devant, à toute fin utile, pour que nul n'ignore et qu'on comprenne que c'est des choses que le gouvernement gère de près comme de loin. En tant que directeur des Sénégalais de l'extérieur, quelle est votre réaction? Qu'est-ce que vous en pensez de cette expulsion? Alors, je pense que nous travaillons, je me permets de vous le dire, à ce que nos compatriotes qui aujourd'hui sont à l'étranger et qui souhaitent volontairement revenir au Sénégal, reviennent aux soins de l'État du Sénégal. Nous y travaillons au quotidien. Cependant, ceux qui ne veulent pas revenir et qui sont en situation irrégulière dans ces différents pays-là, le président de la République a été tout le temps catégorique. Nous refusons les accords de réadmission. Autrement dit, qu'un compatriote soit en situation irrégulière, ce n'est pas un crime, ce n'est pas un délit. Il faudrait que les Occidentaux comprennent que la problématique de la migration n'est pas un phénomène politique, mais c'est un phénomène social. Même les oiseaux migrent. Et sous ce rapport-là, les êtres humains également doivent migrer. Donc, qu'ils reviennent à leur propre gré, nous les accueillons. Mais qu'ils soient expulsés, nous sommes foncièrement contre les vols charters. Mais donc, qu'est-ce que vous allez en faire si vous ne les acceptez pas pour revenir au Sénégal, puisque, en l'occurrence, ils ont été expulsés? Qu'est-ce que vous allez faire de ces 20 Sénégalais? Est-ce que vous allez, par exemple, les accompagner dans leur réintégration? Il est évident que tous ceux qui reviennent au Sénégal, suite à un rapatriement forcé ou un rapatriement volontaire, sont bien accueillis par le comité national en charge du rapatriement. Ils sont bien assistés pour une dynamique de réintégration sociale et économique en leur offrant une perspective qui va couper court à leur volonté de migration. Ça, c'est évident et c'est au quotidien notre travail. Autrement, ceux qui sont restés aujourd'hui dans ces différents pays-là et qui ne veulent pas revenir et qu'on veut y revenir par la force, c'est là où je disais tout à l'heure que nous sommes foncièrement contre la pratique des vols charters. D'accord, merci beaucoup Monsieur Sori Kaba. On le rappelle, vous êtes le directeur des Sénégalais de l'extérieur. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Le rapatriement donc de ces 20 Sénégalais, c'est prévu pour mercredi prochain. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ce sera avec Sarah Cissé. Ce dimanche 19 juin, marqué par la célébration de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Au Sénégal, 1 personne sur 10 est porteuse des gènes de la maladie. Et même si la drépanocytose de type SS reste minoritaire, elle demeure compliquée à prendre en charge. En effet, les médicaments ont un coût, raison pour laquelle la prise en charge des malades est vivement souhaitée. C'est ce que nous expliquent Aminata Mbaresso et Diafar Abba. Suivons leur reportage. La drépanocytose célébrée ce 19 juin, une maladie qui touche 1 personne sur 10 au Sénégal, d'après les dernières statistiques. Donc la fréquence du gène est de 10%. 1 personne sur 10
dans la population générale sénégalaise porte le gène de la drépanocytose, donc c'est-à-dire capable de transmettre à son enfant ou bien à ses enfants. Ça, c'est la fréquence. Je vous ai parlé du nombre de ceux qui portent le gène et qui sont capables de le transmettre. On sait que chaque année, d'après nos statistiques, 1700 enfants naissent avec une maladie drépanocytaire grave et ils l'auront à vie. Et ils rejoignent ceux qui sont nés l'année précédente, etc. Et vous pouvez imaginer un peu, quand on fait le cumul sur 10-20 ans, combien de personnes présentent la drépanocytose. Malgré les politiques déroulées par le gouvernement et les partenaires non étatiques, le coût élevé des médicaments demeure encore une préoccupation pour les malades. Une étude qu'on a eu à faire en 2008 a révélé qu'un drépanocytaire de forme SS coûte 1 million ou non 500 000 par an. Ça, c'était en 2008. Imaginez des familles où il y a 4 drépanocytaires. C'est très difficile, l'accès aux soins. Quoi qu'on dise, il n'y a pas encore une organisation capable de faire de telle sorte que le patient puisse avoir un accès facile aux médicaments. La question du médicament, je crois qu'à ce niveau, ce que nous pouvons d'abord souligner, est que le Sénégal s'est inscrit dans cette logique de promotion des médicaments génériques. C'est des médicaments efficaces, à moindre coût. Je pense qu'à travers la couverture maladie universelle, tous les citoyens qui s'inscrivent dans les mutuelles de santé parviennent à bénéficier, n'est-ce pas, des prestations de services à moindre coût. La drépanocytose de type SS, forme la plus sévère et préoccupante. Sensibiliser les jeunes avant le mariage est aujourd'hui une nécessité. C'est d'ailleurs ce qui a motivé le thème de cette année, intitulé « Former pour mieux lutter ». À Saint-Louis, les populations demandent une surveillance plus accrue des cimetières. D'après les Saint-Louisiens, il faut davantage de gardiens afin de diminuer le nombre d'actes de vandalisme. Ils l'ont fait savoir à l'occasion de la clôture de la 20e édition de Récital de Coran destinée aux morts de la ville. Direction Saint-Louis avec nos correspondants Ousseynou Diop et Habib Sek. C'est fini pour la 20e édition des récitals de Coran de la ville de Saint-Louis. Après Marmial, c'était au tour de Kem et Tchakanyay. Ici, l'insécurité dans les cimetières est décriée par les populations. Il n'y a pas de sécurité dans les cimetières. On peut passer dans tous les sens. Les cimetières de Guindar sont créés depuis des siècles. Dans ces lieux, il n'y a pas de gardien pendant la nuit. Les populations peuvent passer dans plusieurs sens pour accéder au site, au grand désarroi des Saint-Louisiens. On peut passer partout pour accéder au cimetière. Parfois, les gens y viennent pour y enterrer du n'importe quoi. Parfois également, je trouve des têtes de chèvres, de la cola, des poulets et beaucoup d'autres choses que je ne vais pas révéler. Ceux qui font ces choses-là, je pense, ils ne croient pas en Dieu. On peut dire que c'est un carrefour, un passage où beaucoup de gens traversent chaque jour. Donc on est confronté à ces problèmes. Le maire de la ville de Saint-Louis a pris récemment des mesures pour la sécurité des cimetières. Un comité de gestion est aussi mis en place, mais son fonctionnement fait défaut. Il n'y a pas de sécurité, vous le verrez de vous-même. Vous verrez que les gens traversent les cimetières pour aller de l'autre côté, mais je pense que ça, c'est pas normal. La communauté musulmane a clôturé ce dimanche la 20e édition des Kamil de Saint-Louis. La seule préoccupation des fidèles reste aujourd'hui la sécurité dans les cimetières de Kem. Le ministre des Forces armées et ses collègues de l'Environnement et de l'Intérieur en visite de terrain dans la forêt de Médina Yoro Fula. Une visite qui a permis aux membres du gouvernement de mesurer l'ampleur des dégâts liés à la déforestation. Dans le sud du pays, le trafic de bois prend de l'ampleur. Écoutons Augustin Tine, le ministre des Forces armées. Il est interrogé par Abdoulaye Diallo. Ici, donc, dans la région de Kolda, plus exactement dans les départements de Médina Yoro Fula et de Kolda, où nous avons constaté des coupes abusives de bois. Et tout simplement, c'est effarant ce que nous avons vu. Nous pensons qu'il y a dans notre pays des personnes inconscientes et qui sont en train de détruire l'avenir de notre pays, l'économie de notre pays, notre environnement et le futur de nos enfants et petits-enfants. Ce que nous avons vu tous est inadmissible. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu que M. le Président de la République a dépêché et le ministre de l'Intérieur et celui des Forces armées et le ministre de l'Environnement.
S'il n'y avait pas de dégâts outre mesure, je pense que le ministre de l'Environnement serait venu seul. Donc s'il est venu avec donc les forces de défense et de sécurité, c'est que tout simplement, il y a une exagération dans l'exploitation du bois de notre pays. Et ceci s'est exacerbé depuis ces 3 dernières années. Je pense qu'il est temps que des décisions soient prises pour éradiquer ce fléau. Et je crois comprendre que Monsieur le Président de la République a pris la pleine mesure de la situation. C'est la raison pour laquelle il nous a dépêchés. À Ziguinchor, le comité régional des femmes pour la paix en Casamance mise sur l'agriculture pour faire reculer la pauvreté en milieu rural. En ce début d'hivernage, un forum a été organisé à Olampan. Boubacar Diassi était sur place. Montrer qu'il est possible de faire reculer la pauvreté en insistant sur la sécurité alimentaire, c'est l'objectif de ce forum économique organisé à Olampan en ce début d'hivernage en Casamance. C'est un projet de sécurité alimentaire, c'est un peu dans le but d'atténuer la souffrance des femmes qui autant il fallait aller dans les champs pour chercher des bois. Et maintenant, avec les biodigestés, elles n'ont plus besoin de cela. Mais elles ont également bénéficié de formations. Entre autres formations, il y avait la formation en technique culturelle, il y avait aussi la formation en transformation de légumes. L'État y a été représenté par le PAPEJ, dont le responsable local décline ici les objectifs à court terme de ce programme dans la région de Ziguinchor. L'approche par l'offre donc consiste à mettre à la disposition des jeunes et des femmes des infrastructures technologiques de soutien, qui sont des fermes, des plateformes, des centres de formation et des centres d'incubation. Le PAPEJ va en construire 10. Donc la ferme vitrine a démarré à Banganga, qui est une ferme de 10 hectares. Une ferme de 10 hectares permet au PAPEJ de caser de manière durable, de manière décente et de manière directe 40 jeunes. Il faut dire que le comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance, qui est l'initiateur de ce forum, est présent dans cette partie du pays depuis plus de 10 ans maintenant. Création hier samedi du cadre de concertation pour le développement de l'île à Morphil. Parmi les revendications des membres de la structure, le désenclavement de l'île grâce à la construction de pistes de production et d'infrastructures hydrauliques. Écoutons le secrétaire permanent du comité, Mamadou Ndiaïdia, est interrogé par Mame Biram Diouf. La difficulté de l'île à Morphil se ramène surtout à son niveau d'enclavement. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de piste de production. C'est une zone, en tout cas, qui s'étend pratiquement sur environ 200 km. Et c'est une zone où il y a un grand potentiel hydro-agricole. Il y a énormément de populations aujourd'hui qui y vivent. Ces populations, en période de pluviale, en saison des pluies, pratiquement n'ont plus accès à l'Interland, donc à la RN2. Donc c'est un problème d'accès aux services sociaux de base, donc les hôpitaux et certaines infrastructures en tout cas, qui permettent d'améliorer la qualité de vie. C'est un peu un défaut de route. Et parfois, c'est des fleuves sur lesquels il est difficile de venir à certaines heures de traverser. Aujourd'hui, il y a des bacs. Tout cela, maintenant, le président Macky Sall, son Excellence le président de la République, a pris des engagements maintenant pour désenclaver. Aujourd'hui, la gestion des municipalités pose un gros problème du fait que l'État n'intervient que par 2 types d'interventions. Dotation et investissement. Or, souvent, c'est des montants qui sont certes importants parce que c'est lié au budget de l'État, mais qui ne peuvent pas, en tout cas, recouvrer tous les besoins exprimés par les populations. Souvent, la plupart des collectivités locales n'ont pas une assiette fiscale qui leur permet donc de faire face, en tout cas, à tout ce qui doit se faire sur les périmètres, en tout cas, communaux. Bienvenue dans la page des sports. L'US Gorée est championne du Sénégal. L'équipe a battu ce dimanche l'Olympique de Ngor et sur le score, attention, de 3-0. Je vous laisse avec les images du match suivies par la réaction de l'entraîneur de l'US Gorée. Une grosse satisfaction, mais quand même j'ai été champion en tant que joueur 3 fois consécutive. Donc en tant qu'entraîneur, je suis encore plus comblé. Et donc je dis merci au bon Dieu parce que c'est pas facile aussi et c'est pas donné à n'importe qui.
Donc vraiment, je remercie mes parents, je remercie ma famille qui a surtout supporté parce que je n'étais jamais là. Demain aussi, je m'en vais encore avec les cadets pour faire un autre stage de quelques jours encore pour retourner. Donc je n'ai pas de repos. C'est avec brio que les Lions du Sénégal se sont qualifiés pour la CAN 2017 grâce à leur victoire face au Burundi. Désormais, reste à savoir si l'équipe nationale s'en sortira lors de la compétition qui va se jouer au Gabon. Comment réussir la Coupe d'Afrique des Nations? Réponse dans ce dossier de Chertidiane Dione et Younous Diatta. Enfin la bonne pour les Lions, après les 2 précédentes campagnes ratées en Guinée équatoriale. C'est du moins le souhait du peuple sénégalais, mais des préalables s'imposent. Tant sur la logistique, et là il faut saluer la fédération qui, semble-t-il, a fini de gérer cette partie du tournoi. Maintenant il reste la gestion des ressources humaines en tant que telles. Parce que si on prend l'exemple de 2015, dès la première séance d'entraînement, il y avait cassure dans l'équipe. Parce qu'un des cadres qui sortait de l'autre côté pour dire que je sens Bata, donc là, ce qui veut dire que déjà, la poisse était déjà dans l'équipe sans pour autant qu'elle ne commence la compétition en tant que telle. La première des choses à faire pour ne pas rééditer les échecs est d'abord d'en diagnostiquer les raisons. Si on s'est fait éliminer au premier tour en 2012 et 2015, cela veut dire qu'il y a plein de choses qui n'ont pas marché. Aujourd'hui, pour gagner, il faut être 23 soldats prêts à s'abattre à tout moment. Malheureusement, on n'a pas eu ça. À un moment, on a cru qu'on était au-dessus de tout le monde avec les joueurs de premier plan qu'on avait. L'ancien international Lamine Bouk soutient que Aliou Cissé doit élargir son groupe avec des joueurs du cru. J'essaie de composer avec l'équipe nationale locale ou les juniors que je vois en ce moment planer sur le football international. Ces juniors peuvent être d'un apport en équipe nationale. Parce que déjà, ils sont jeunes. Et le football, quand on y va par rapport à une CAN, je pense que ce sont les jeunes, parce que les matchs se succèdent. Sur le terrain, les joueurs doivent comprendre qu'ils ont porté un maillot national et ce maillot doit être honoré à tout bout de champ. Moi, je vous donne un exemple probant. Si on voit l'équipe nationale de France jouer avec des milieux défensifs, on a vu qu'il y a un problème. Ces milieux capables de donner ces ballons, le Sénégalais doit les rechercher. Il ne faut pas qu'ils nous amènent des milieux de terrain qui ont le même rôle sur le plan défensif dans leur club. Apprendre de leurs erreurs pour aller de l'avant, c'est ce que devront faire les Lions en terre gabonaise. Nul doute que la tâche ne sera pas facile avec une compétition qui promet d'être très relevée. Célébration ce week-end de la journée internationale de yoga, une discipline sportive dont le but est de discipliner l'esprit et conserver son corps dans un état de santé optimal. À Dakar, les amateurs de yoga se sont réunis sur l'esplanade du monument de la Renaissance africaine et apparemment Chertidiane Dione et Tierno Laurent Mendy sont rentrés à la rédaction très détendus. Des mouvements d'ensemble, des exercices pour reprendre quelques postures du yoga. Vous avez plusieurs disciplines de yoga. Vous avez d'abord le yoga, c'est le Hatha Yoga. Le Hatha Yoga agit sur le corps physique. Le yoga est-il le sport des nantis? Absolument pas. Le yoga, c'est vraiment le sport, comme je vous ai dit. D'abord, on n'a pas besoin d'un équipement adapté. Ensuite, les cours de yoga sont vraiment à la disposition de tout le monde. Rougiatou et Fatoumata, deux adeptes du yoga, énumèrent les aspects bénéfiques de cette discipline sportive. Le yoga permet vraiment de calmer le mental. C'est un exercice, quand on fait les pratiques, les postures du yoga, les asanas, ça permet vraiment de faire une connexion entre notre corps, notre mental et notre esprit. Honnêtement, il y a plein d'aspects bénéfiques pour réduire le stress, pour mieux gérer la respiration. Pour des gens en quête de paix, en quête de se retrouver avec soi-même, des gens en quête de sérénité. Je dirais plus que le yoga, c'est pour des gens en quête de sérénité et en quête de paix. Pour vulgariser cette discipline, des cours gratuits sont dispensés à Dakar. On offre des cours sur la méditation et ce cours c'est fait gratuitement. Alors, les cours se composent ainsi.
la méditation du Raja Yoga, le développement personnel. Des écoles de yoga ici. Je pense que comme cet événement, nous pouvons avoir plus d'écoles. Je veux supporter quelques personnes qui vont dans l'ambassade pour le support, notre support. Depuis quelque temps, le yoga est devenu l'une des pratiques sportives les plus appréciées du grand public. Lift your arms up at the shoulder level. Et puis on passe à la première édition de la Coupe de la Ligue de basketball. Et puis ces résultats que je vous donne tout de suite. Le Duc bat l'ASC Jaraaf sur le score de 50-47 dans une rencontre âprement disputée. L'expérience et la profondeur de banc ont aidé les Duchesses à soulever leur premier trophée de la saison. Compte rendu de cette rencontre avec Chersadi Boudiara, Pape Faraning et Mardia. Le Dakar University Club entre de plus en plus dans la légende du basketball sénégalais. Les Duchesses ont été les premières à inscrire leur nom au palmarès des vainqueurs de la Coupe de la Ligue, un trophée obtenu de haute lutte, seulement 3 points par Duc du Jaraaf. C'était très difficile, mais bon, c'est une finale et c'est comme ça, l'essentiel c'est de gagner. L'équipe de Jaraaf, c'est une grande équipe et tout, elles ont bien joué, mais bon, nous aussi, on a su bien gérer, on a de très grandes joueuses et tout, donc ça a fait que ça a pesé un peu. Parce que c'est une première finale, donc on le voulait pour nos supporters, pour la famille et pour tous les gens qui nous supportent et qui nous soutiennent. Le troisième carton a été fatal au Jaraaf, qui a fait jeu égal avec son boulot jusqu'à la pause. La lucidité a manqué à ses joueuses à la fin. Sur la fin, on a fait du n'importe quoi. On n'a pas joué en équipe. Il fallait jouer organisé. On n'a pas joué organisé. Il y a des matchs où on a joué à 7, à 8, donc il fallait gérer les temps forts et les temps faibles. Donc on n'a pas pu gérer nos temps faibles. Il fallait jouer calmement, doucement, mettre en place nos schémas et on ne l'a pas vu. Duc, vainqueur sur le terrain, a également remporté la bataille des supporters. Invaincu sur tous les tableaux, il peut espérer réaliser le grand chelem. Et puis chez les cadettes, l'AS Ville de Dakar a été sacrée devant Pikine BC. Voilà, c'est sur cette note sportive que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente fin de week-end et vous souhaite un très bon début de semaine en compagnie de nos programmes. Très bonne soirée.